Quartier de la Madeleine, à Nice. Il y a une semaine à peine, un adolescent de 17 ans est tué par la personne censée le protéger le plus au monde, son propre père. Une vengeance qui ne cherchait pas la mort de sa cible. Elle cherchait sa culpabilité, à vie. Gardez cette phrase en tête, on va y revenir. Un père appelle lui-même la police, un lundi après-midi. « Je viens de tuer mon fils ». Une phrase qui ressemble presque à un aveu de courage. Comme s'il assumait, sans détour, ce qu'il venait de faire. Sauf que la suite contredit tout. Il veut, dit-il, mettre fin à ses jours. Assumer ou fuir. Deux idées en même temps ce jour-là. Et c'est la fuite qui l'emporte. Pas le courage de répondre de son acte. 2 jours plus tôt, sa femme avait déposé plainte contre lui. Violence conjugale, harcèlement. Elle avait quitté le domicile, décidée à divorcer. Et il faut s'arrêter un instant sur ce mot, violence conjugale, parce qu'il ne se limite jamais à un seul soir de dispute. C'est un climat, une pression qui s'installe, semaine après semaine, jusqu'à devenir invisible pour tout le monde, sauf pour celle qui l'a subie. Mon avis sur cette affaire précise, ce n'est pas un coup de folie, c'est une vengeance. Mais une vraie question se pose alors, et elle mérite qu'on s'y attarde vraiment. Pourquoi le fils? Si c'est de la vengeance envers sa femme, pourquoi ne pas s'en prendre à elle directement? Voici ce que je pense, sincèrement. Tuer sa femme, ça mettrait fin à sa souffrance à elle. Ça la libérerait, d'une certaine façon, même dans l'horreur. Tuer son fils, en revanche, la condamne à vivre pour toujours, avec l'idée que c'est peut-être elle qui a déclenché ça, en voulant simplement partir. Vous vous souvenez de la phrase du début? La voilà, expliquée. Il place un oreiller sur le visage de son fils, pour l'étouffer. Puis, il l'étrangle avec le câble d'un fer à repasser. Il glisse le corps dans une housse mortuaire. Et voilà le détail qui change tout dans cette affaire. Il avait préparé une deuxième housse, pour lui-même. Il se taillade le cou avant d'appeler la police et de s'y allonger à son tour. Ce n'est pas un accès de colère isolé. C'est un plan préparé à l'avance avec 2 housses, pas une seule. Dans la salle de bain, les enquêteurs retrouvent une lettre. Il y explique vouloir partir avec son fils. Il impute son geste à sa femme, celle qui, selon lui, a tout détruit en voulant partir. Aide-soignant, casier vierge. Aux yeux de tous, un homme sans histoire. Mais le parquet dresse un autre portrait. Autoritaire, colérique, habitué au chantage affectif, se servant déjà de son fils comme d'un levier pour empêcher sa femme de partir. Et il faut bien comprendre ce que ça signifie concrètement, ce mot « levier ». Tant que leur fils vivait sous ce toit, elle ne pouvait jamais partir complètement. Elle restait liée à lui, à travers cet enfant qu'il partageait. Un lien qu'il utilisait consciemment pour la garder proche, même quand elle voulait s'éloigner. Le fils n'était pas juste sa victime ce jour-là. Il était depuis longtemps déjà l'otage silencieux d'un chantage qu'il ne voyait probablement même pas. Dans une grande partie des violences conjugales, la jalousie est la véritable étincelle. Une brindille sèche qui n'attend qu'une chose pour s'embraser, qu'on cesse de la contrôler. Une jalousie qu'on ne maîtrise jamais peut, un jour, ne plus se contenter de brûler une relation. Elle peut tout emporter. Mais elle avait déjà tourné la page. Le levier ne retenait plus qu'une chose, leur fils. Un chantage affectif ne fonctionne que tant que l'autre a encore quelque chose à perdre. Ce plan était voué à l'échec, bien avant ce matin d'août. Un dernier détail profondément bouleversant. Son fils avait lui-même pris rendez-vous pour lui, chez un psychologue. Regardez bien ce que ça signifie vraiment. Ce n'est pas le père qui, de lui-même, décide un jour d'aller mieux. C'est son fils qui le fait à sa place, avant même que lui n'y pense. Un adolescent de 17 ans, qui prend un rendez-vous pour son propre père, comme on prendrait la main de quelqu'un qui refuse de voir qu'il est en train de couler. Ce geste, c'est bien plus qu'un simple rendez-vous chez un psychologue. C'est un fils qui imagine, pour son père, un avenir meilleur. Prévu le mercredi 5 août,
Son père ne s'y est jamais rendu. Une première trahison, silencieuse. Et quelques jours plus tard, une seconde trahison, définitive. Il lui prend la vie. Le fils avait imaginé un avenir pour son père. Le père, lui, a effacé tout avenir pour son fils. Face au juge, aucun regret. Il dit seulement qu'il aurait dû consulter plus tôt. Le magistrat répond, sans détour, « Ce n'est pas une bêtise. C'est un crime effroyable. » Il est mis en examen pour assassinat, la préméditation retenue. Il reste en détention provisoire, dans l'attente d'un procès aux assises. Il n'a pas cherché à la faire disparaître, elle. Il a cherché à la faire vivre, pour toujours, avec ce qu'il venait de faire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Un fils qui imaginait un avenir meilleur pour son père, et qui meurt de sa main quelques jours plus tard. Peut-on vraiment parler de folie? Le procès aux assises n'aura pas lieu tout de suite. Mais je le suivrai, et je reviendrai vous en parler. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite.